Il est 10 heures, donc on commence parfaitement à l'heure, hein. Alors tout d'abord, nous aimerions vous remercier d'être revenus cette année pour la 2e édition du Village des actionnaires. L'année dernière, c'était une très belle et grande édition. Cette année, nous espérons qu'elle sera encore plus belle, encore plus grande. Cette 2e édition donc, des actionnaires est portée par 7 grands groupes partenaires. Je ne vais pas tous les énumérer, vous les avez sur toute la signalétique. Et puis 10 partenaires institutionnels et partenaires presse, ce qui fait au total 17 partenaires. Alors c'est important parce que ces 17 partenaires se sont rencontrés et unis autour d'une même conviction, qui est de vouloir resserrer le dialogue, la qualité de l'échange entre les actionnaires et entre les grandes entreprises, les entreprises qui sont cotées en bourse. Cette démarche de resserrer ce lien participe vraiment d'une volonté, d'une détermination, d'abord de croire en l'actionnariat individuel, de croire en son existence bien sûr, mais en son développement, en son épanouissement, quel que soit le contexte dans lequel on est. Alors, l'année dernière, on avait choisi comme thème l'équilibre entre les pays matures et les pays émergents. Cette année, nous avons choisi un nouveau thème, c'est le thème de l'innovation. L'innovation, on va le venir comme facteur de compétitivité. Alors, l'innovation, vous allez en entendre parler ce matin, cet après-midi, et probablement d'une façon très nouvelle. On va probablement parler de nouvelles générations d'innovation. Et c'est en ça que ça nous paraissait extrêmement important et intéressant de se focaliser sur ce thème cette année. Alors, on aura 4 temps forts dans la journée. Donc, premièrement, cette grande plénière. Ensuite, chacun des groupes partenaires a organisé un atelier pour vous faire découvrir les métiers, une façon de rentrer un peu dans les entrailles d'une entreprise, hein, dans son ventre, puisqu'on va sur le terrain et de façon très, très interactive. Vous pouvez poser beaucoup de questions sur certains métiers qui sont présentés. Ensuite, nous aurons une 2e grande plénière avec les dirigeants des groupes entreprises partenaires. Et puis enfin, cette journée du village sera clôturée par 3 ateliers organisés par les partenaires institutionnels destinés à faire de la pédagogie et à vous aider à mieux comprendre la gestion de votre portefeuille en bourse dans un contexte qui n'est pas toujours facile à décrypter. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à nos intervenants pour cette première plénière. Je vais proposer à Jean-Pierre Clamadieu, qui est président du comité exécutif de Solvay, à venir nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Je vais demander à Élie Girard, qui est membre du comité exécutif d'Orange en charge de l'innovation, de la stratégie et du développement, et qui a remplacé Stéphane Richard, qui a qui remplace Stéphane Richard, je vous en prie, asseyez-vous. Stéphane Richard ce matin, qui aurait beaucoup apprécié et aimé être présent parmi nous, comme il a été d'ailleurs l'an dernier. Malheureusement, Stéphane Richard a été retenu aux États-Unis et Élie Girard a accepté, s'est libéré pour être parmi nous ce matin. Asseyez-vous, je vous en prie. Et puis, je vais demander également à Yves Dehause, qui est grand professeur à l'INSEAD, en charge des stratégies et de l'innovation. Henri de Castres va venir nous rejoindre. Merci de l'applaudir. Henri de Castres va venir nous rejoindre sur scène un tout petit peu plus tard, avec quelques minutes, tout simplement parce qu'il est retenu dans les encombrements. Mais il arrive sous peu. Voilà, Yves, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et je pense que vous aurez une journée intéressante et stimulante. Donc, si vous voulez, on va embrayer tout de suite. Et je suis ravi d'avoir M. de Castres qui va se joindre à nous dans quelques minutes, j'espère, ainsi que M. Clamadieu et M. Girard pour vraiment amener la substance, si vous voulez. Donc, moi, je vais me contenter de quelques commentaires un peu liminaires pour positionner le débat par rapport à une problématique d'innovation qui, effectivement, évolue assez rapidement. Alors, je pense qu'il y a plusieurs points critiques. Le premier point, c'est de bien comprendre que les enjeux sont extrêmement importants. Et si vous réfléchissez en termes très simples, et vous vous dites qu'est-ce qui fait l'avantage concurrentiel d'une entreprise, vous pouvez dire, bon, c'est ses positions sur les marchés, c'est la qualité, c'est un certain nombre de choses. Et il se trouve que la plupart de ces choses sont assez, je ne dirais pas faciles, mais sont en tout cas assez facilement imitables.
Vous pouvez dire finalement la qualité, maintenant ça se diffuse, tout le monde fait à peu près la même qualité, et ça ne devient pas un facteur discriminant, ça devient simplement un facteur qualifiant. C'est-à-dire que pour être dans le jeu, il faut avoir une qualité acceptable, il faut avoir une excellente qualité. Qu'est-ce qui reste comme différenciation? C'est l'innovation. C'est la capacité, alors ce n'est pas l'innovation au sens d'une innovation particulière, c'est la capacité d'une entreprise d'être innovante de façon soutenue. Et ça peut faire une différence absolument énorme. Donc je pense que le sujet d'aujourd'hui est un sujet important. La deuxième observation rapide que je veux faire, c'est l'innovation. On a tendance à voir, ou parfois à faire à penser innovation en termes de recherche, en termes de développement, en termes de science, en termes de technologie. C'est bien sûr vrai, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que dans les entreprises que je côtoie, que j'étudie, l'innovation, elle est partout. L'innovation, c'est dans les processus de production, c'est au niveau des usines. On a récemment donné un prix de la meilleure usine européenne à une usine de BMW à Leipzig, dans un processus que l'INSEAD gère avec un certain nombre de partenaires. Bon, ce qui était remarquable dans ce cas, c'est cette capacité d'adaptation, c'est cette capacité d'innovation qui n'est pas de la grande innovation technologique, c'est un peu au ras des pâquerettes de l'amélioration continue de l'innovation. Il y a aussi de l'innovation dans la distribution, il y a de l'innovation dans la relation client, et je crois qu'on a le privilège d'avoir aujourd'hui 3 entreprises, dont l'une est une entreprise qui a été pendant longtemps fondée sur une innovation peut-être plus technologique, mais dont les 2 autres sont technologiques, services, nouveaux modèles d'activité, etc. Donc ne tombons pas dans le piège restrictif qui serait de dire finalement l'innovation c'est la technologie. Donc ça c'est une deuxième chose absolument fondamentale. Et puis il y a un troisième élément, je pense, c'est que, et ça je le vois très bien, quand on va dans des environnements dans lesquels l'innovation est beaucoup plus intense, malheureusement, qu'en France, que ce soit en Californie ou que ce soit en Asie, il y a un rôle stimulant, pas seulement en interne, mais il y a un rôle stimulant d'une entreprise à l'autre dans l'innovation. Donc je crois que ça, c'est très important, ces 3 points. Il y a un point les enjeux sont importants, c'est un différentiel positif de compétitivité, donc de performance financière à terme. C'est une activité ou un état d'esprit dans l'organisation qui n'est pas seulement R&D. Et puis, troisième chose, c'est un environnement où, en tout cas, le plus les entreprises qui nous entourent sont innovantes, le plus nous devenons nous-mêmes innovants. En sachant qu'il y a aussi une innovation, je pense que là, on a un niveau plus général, si vous voulez. Il y a un rôle de l'innovation qui est immense en Europe. D'abord parce que, encore une fois, ce qui est vrai au niveau des entreprises est aussi vrai au niveau des pays. C'est aussi vrai au niveau des civilisations. Donc, l'innovation peut être la clé de la survie et du développement de l'Europe. L'innovation peut aussi être et doit aussi être la clé de la résolution d'un certain nombre de problèmes de société. Je pense à des questions de vieillissement, des questions d'éducation, des questions de système de santé, etc. Il y a des capacités d'innovation ou d'utilisation d'innovation qui sont absolument extraordinaires là-dessus. Et ça peut contribuer énormément à améliorer la situation des pays, la situation budgétaire des gouvernements, des organismes de santé, etc. etc. Et ça, je crois que c'est aussi très important. Et l'innovation peut être une source de revitalisation de tout le tissu industriel et de tout le tissu économique de l'Europe. Donc je crois qu'au niveau politique nationale et politique européenne, ça a également un rôle très important. Alors, 2 derniers points rapidement. L'innovation est en cours de transformation rapide et je crois qu'on peut mentionner juste quelques thèmes assez simples. Le premier, il est peut-être évident, quand je disais tout à l'heure que l'innovation, ce n'est pas simplement la R&D. On a une vision de l'innovation traditionnelle qui est assez linéaire. On invente, enfin on découvre, on invente, on adapte, on développe, on commercialise, etc. Ce qu'on voit maintenant, c'est que l'innovation est beaucoup plus combinatoire. Il s'agit de prendre des éléments de connaissance, de savoir-faire, des idées disparates qui n'ont pas été pour le moment assemblées d'une façon originale, et finalement de les intégrer, de les combiner, d'en faire quelque chose d'intéressant et d'innovant. Donc pensez pas phénomène linéaire, pensez phénomène combinatoire. Pensez simplement on combine, on intègre des éléments d'information et des éléments de compétences qui sont de sources extrêmement diverses. Deuxième chose, c'est l'innovation est beaucoup plus ouverte, collaborative que dans le passé. Pensez réseau, pensez pas simplement laboratoire fermé, ça c'est une chose très importante aussi. Et puis troisièmement, l'innovation est beaucoup plus géographiquement distribuée. Ce qu'on voit maintenant, c'est les entreprises qui réussissent le mieux. C'est des entreprises qui réussissent à intégrer des connaissances, intégrer des savoir-faire, intégrer des apprentissages de marché d'origine extrêmement diverses. Donc il ne s'agit pas de dire on innove en Europe ou on innove aux États-Unis, il s'agit de dire beaucoup plus. On combine des sources d'innovation qui sont en Asie, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont dans les pays émergents. L'innovation qu'on appelle frugale, c'est-à-dire finalement l'innovation qui
arrive à faire des choses extraordinaires avec des moyens très limités pour des marchés qui ont des ressources limitées est une des clés du futur, elle aussi. Donc je crois que c'est ça quelques-uns des thèmes fondamentaux. Donc maintenant, je vais me tourner auprès de nos 3 intervenants principaux et leur demander peut-être à chacun de passer quelques minutes à nous donner leur perspective. Et ensuite, on aura une discussion autour de différents thèmes sur la question du futur de l'innovation, sur la question du rôle de l'innovation dans le futur des entreprises, sur l'internationalisation, sur la dynamique qui peut exister entre l'Europe et le reste du monde. Donc je vais me tourner. Merci, Monsieur de Castres, de vous être rejoint à nous. Je vais me tourner vers Monsieur Clamadieu en premier, si vous voulez bien. Merci. Merci. Moi, je vais essayer effectivement, peut-être en quelques mots, d'abord de vous rappeler ce qu'est Solvay. 2 raisons à ça. La première, c'est que c'est un nom qui n'est pas encore tout à fait familier dans le paysage français et c'est important de vous rappeler ce qu'est cette entreprise. Et puis surtout parce que l'histoire de Solvay, c'est vraiment une histoire qui est fondée sur une innovation. Nous fêtons cette année nos 150 ans et l'origine de Solvay, c'est Ernest Solvay, 1863, un petit laboratoire dans la banlieue de Bruxelles, quelqu'un qui avait une très très grande curiosité et qui a développé un nouveau procédé de fabrication du carbonate de soude. Le carbonate de soude, c'est un produit très largement utilisé aujourd'hui, plus de 10 millions de tonnes chaque année. C'est le produit qui permet de faire du verre. Et pour dire les choses simplement, même s'il a un certain nombre d'autres applications, il était, avant l'invention d'Ernest Solvay, fabriqué dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles et polluantes. Et donc ce scientifique n'est pas tout à fait le mot, c'était quelqu'un qui avait une culture scientifique, mais qui n'était probablement pas un scientifique au sens fort du mot, mais quelqu'un qui était très inventif, développe ce nouveau procédé et se dit comment je fais pour l'industrialiser. Il se retourne vers son frère, il se retourne vers 3 business angels de l'époque, 3 financiers, et tous les 5 mettent un peu d'argent et construisent la première usine en Belgique qui va fabriquer du carbonate de soude sur le procédé Solvay. Et l'histoire s'est poursuivie pendant 150 ans avec une particularité, alors pour le coup assez exceptionnelle. Je suis fier de fêter nos 150 ans, mais on n'est pas la seule société industrielle européenne à fêter nos 150 ans. En revanche, ce qui est unique, c'est que les descendants des 5 fondateurs constituent aujourd'hui un groupe familial de plus de 3000 personnes qui détiennent une position de contrôle dans le capital du groupe. Et donc pendant 150 ans, nous avons eu une continuité actionnariale, alors avec des formes qui ont évolué, une société fermée, commandite, et puis aujourd'hui société cotée, mais avec effectivement un petit peu plus de 30% du capital détenu par les descendants de ces 5 personnes. Et alors c'est une société, je reviendrai sur le thème de l'innovation, mais si je reste sur la présentation de ce qu'elle est aujourd'hui, alors elle a connu un certain nombre de ruptures au cours de son histoire. Plus grande multinationale juste avant la Première Guerre mondiale, malheureusement quelques investissements dans la partie orientale de l'Europe qui, au travers de la Révolution russe et de quelques autres événements, n'ont pas connu le développement qu'on aurait pu souhaiter, une entrée aux États-Unis un petit peu difficile, et puis un groupe qui est reparti de l'avant, qui a développé, au-delà de la chimie, qui était vraiment son cœur de métier, des activités importantes dans la pharmacie, et puis qui a décidé, il y a 3 ans, de lancer une nouvelle étape de transformation avec la cession de ses activités pharmaceutiques, et puis, vous le savez, une approche de Rhodia, qui s'est traduite par une OPA amicale en 2011, qui nous a permis de constituer un groupe de chimie qui figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux. Un groupe qui est très diversifié dans ses activités. On continue à faire du carbonate de soude, on est même le leader mondial, mais on est présent dans bon nombre de métiers qui sont finalement très proches de nous, même si, au contraire de mes collègues, on n'a pas souvent l'occasion d'aller vous vendre directement quelque chose. Mais c'est vrai que si on mettait Solvay Inside sur les produits qui contiennent certains de nos composants clés, on retrouverait beaucoup de choses. Pour vous citer quelques exemples, simplement pour illustrer ce que sont nos activités, nous sommes le leader mondial des plastiques de très haute performance que vous retrouvez dans vos smartphones, qu'on retrouve dans des avions, qu'on retrouve dans des applications médicales, dans le traitement d'eau. Tous ces plastiques qui ont des propriétés qui sont souvent meilleures que celles des métaux. C'est des produits relativement chers, donc ils ne peuvent pas toujours s'y substituer simplement, mais qui permettent de faire
d'avoir des applications qui nous font rêver. Vous pourrez d'ailleurs en discuter d'une dans notre stand. Un Solar Impulse, l'avion solaire dont nous sommes un partenaire depuis l'origine du projet, contient 6000 pièces qui sont fabriquées à partir de ces plastiques de très haute performance. Mais Solvay, on le retrouve dans les pneumatiques de votre voiture. Nous avons inventé, ça c'est Rhodia, il y a une quinzaine d'années, un produit qui s'appelle de la silice à haute dispersibilité. De la silice, c'est du sable, mais à haute dispersibilité, ça suppose effectivement, ça renvoie à un produit à très forte valeur ajoutée et très complexe dans sa technologie de fabrication, qui a permis dans un premier temps à Michelin, et aujourd'hui à ses concurrents, de développer des pneus à basse consommation d'énergie. Si vous soulevez, ce que vous faites probablement plus, le capot de votre voiture, vous trouverez des plastiques qui remplacent aujourd'hui les métaux dans tout un tas d'applications autour du moteur, qui sont des polyamides. Nous sommes l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de ces plastiques qui résistent à la chaleur. Et pour terminer sur un exemple qu'on croise de temps à autre dans les rues de Paris, la Blue Car, la batterie qu'a développée Monsieur Bolloré, donc une technologie qui lui appartient, elle contient deux composants, des membranes utilisant des polymères de spécialité et des électrolytes qui sont fabriqués par le groupe et qui sont là aussi des produits de haute performance qui nous distinguent de nos concurrents et qui font de nous un partenaire dans ce type de développement. Si on reprend quelques chiffres, aujourd'hui 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 personnes, un groupe qui est très mondial dans sa géographie. Nous ferons à la fin de cette année un tiers de notre chiffre d'affaires en Europe, un tiers de notre chiffre d'affaires en Asie et un tiers de notre chiffre d'affaires dans les Amériques, nord et sud, avec sans doute d'ailleurs, en ce qui nous concerne, un poids un peu plus important que pour d'autres groupes en Amérique du Sud. Ça fait partie de notre histoire. Un groupe qui a été souvent dans les pionniers, dans la prise de position dans ces pays. Brésil, 1917. La Chine, on y est depuis 31, 32 ans. La Corée, 35 ou 36 ans. Donc, on a été souvent, l'histoire de Solvay, mais aussi bien sûr beaucoup celle de Rhodia et de notre ancêtre Rhône Poulenc, on a été souvent parmi les premiers groupes qui se sont projetés à l'international. Un groupe qui est en pleine transformation, et c'est ça qui est assez passionnant dans cette année. On fête notre 150e anniversaire et en même temps, on se transforme très profondément. Transformation du portefeuille d'activité, de ces métiers à grand volume, avec des produits peu différenciés, quelquefois pour certains très exposés à un scénario énergétique qui est malheureusement pas très favorable aujourd'hui en Europe, vers, c'est ce qui nous conduit par exemple en ce moment à sortir d'une activité qui s'appelle le PVC, donc ce plastique très, très courant qu'on voit tous les jours dans un certain nombre d'applications, aussi bien dans le domaine du bâtiment que dans la vie quotidienne. Donc sortir de ces métiers-là pour nous développer à grande vitesse dans les métiers de forte croissance et à fort contenu en innovation que j'évoquais tout à l'heure. Innovation pour nous, je vais terminer sur ces commentaires. Alors ça renvoie effectivement aux deux aspects qu'évoquait Yves Dauz. C'est pour nous, l'innovation, encore des chercheurs dans des laboratoires en blouse blanche qui travaillent sur le développement de nouvelles molécules, mais surtout l'application. Ce n'est pas si simple, on ne développe pas tous les jours une molécule nouvelle aujourd'hui. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais surtout l'application de ces molécules pour répondre aux besoins de nos clients. Et des besoins de clients qui évoluent de plus en plus vite, qui sont de plus en plus différenciés par la géographie, par les segments que chacun cherche à servir. Et cette innovation-là, elle est pour nous importante. Nos dispositifs d'innovation, si je le prends sous cet aspect technologique, c'est aujourd'hui 2000 chercheurs, c'est 7 laboratoires dans le monde, répartis dans les différentes géographies. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans le débat. C'est une forte proximité du client, c'est aussi une forte proximité des institutions universitaires ou, j'allais dire, des laboratoires un peu plus fondamentaux. Je rappelle de temps en temps que chimie, c'est un cas assez rare dans lequel le même mot décrit une science et l'industrie qui l'utilise. Et ça veut dire qu'il y a effectivement entre cette science, la chimie et notre industrie, la chimie, des liens qui sont très forts. Mais l'innovation, elle est aussi dans nos processus de production, elle est dans la manière dont nous gérons nos relations clients. Et cette innovation-là, elle est essentielle. Quand je me retourne, alors je me retourne plutôt vers l'histoire de Rhodia, mais l'innovation qui a eu l'impact le plus fort pour nous, c'est le jour où quelqu'un dans le groupe a perçu le potentiel qui pouvait s'ouvrir pour nous lorsqu'on a mis en place un marché des crédits carbone. Et là, effectivement, il y a quelqu'un qui tout d'un coup s'est dit
du fait de notre position, du fait que nous sommes effectivement un émetteur important de certains gaz à effet de serre et que nous avons des technologies pour traiter ces émissions, il y a quelque chose qui peut permettre au groupe de développer un business model tout à fait original. Et effectivement, c'est quelque chose qui, dans les 5 dernières années, a représenté pour Rhodia et aujourd'hui pour Solvay, même si l'aventure, pour des raisons réglementaires, se termine aujourd'hui, mais on le savait, un élément tout à fait important. Innovation dans la manière de servir nos clients. De plus en plus, nous sommes chez nos clients, dans leur stock. Nous mesurons tous les jours le niveau de leur stock et nous leur envoyons directement des produits quand on constate qu'effectivement leur consommation rend nécessaire ces réapprovisionnements. Ça paraît tout bête, mais il y a 5 ou 6 ans, c'était assez inimaginable. On était chacun chez soi. Aujourd'hui, les chaînes de production, dans un environnement dans lequel la demande est de plus en plus volatile et où chacun est très attentif à ses niveaux de stock, nous avons cette interpénétration entre l'activité de nos clients et la nôtre qui est génératrice de valeur pour les deux parties. L'innovation, c'est aussi bien sûr l'approche commerciale. L'innovation, c'est aussi l'approche que nous pouvons avoir dans un certain nombre de nos processus internes, les processus financiers, comptables, gestion des ressources humaines. Donc nous faisons un énorme effort dans le groupe pour, à partir d'un concept qui est simple, qui est, je pense que mes collègues le partageront aussi, le progrès permanent. Nous considérons que quelle que soit la tâche, quel que soit le processus, on peut faire mieux demain que ce qu'on faisait hier. Et rentrer dans cette démarche conduit à passer un premier obstacle qui est d'avoir des équipes qui vous disent « mais attendez, on travaille très bien ». Et oui, on travaille très bien dans plein de domaines, mais on peut chaque fois, on est capable dès lors qu'on se challenge de faire mieux. Et ça, je crois que ça nous amène effectivement à essayer de développer l'innovation dans toutes les dimensions de notre activité. Donc nous nous sentons effectivement à l'aise pour venir aujourd'hui parler d'innovation avec vous. Merci, M. Clamadieu. Je vais passer la parole à M. Girard et ensuite on aura un débat plus ouvert, mais je pense qu'il est utile peut-être de mettre en perspective les différents éléments de ces différentes entreprises. Donc allez-y. Merci beaucoup. Alors j'ai un petit avantage pour raconter l'histoire d'Orange, parce que je peux résumer en disant que l'histoire d'Orange, c'est France Télécom. Mais ça serait quand même un peu réducteur, parce que ça serait peut-être occulter le développement d'Orange à l'international, puisqu'on est, je pense que la plupart d'entre vous le savent un petit peu, on est aujourd'hui dans à peu près 35 pays sur le marché grand public. Vous parliez de la relation directe avec les clients, c'est celle qu'on a dans 35 pays, donc en France évidemment, mais aussi en Belgique, en Espagne, en Pologne, en Angleterre, en Roumanie, je vous passe d'autres pays d'Europe centrale, orientale, et puis en Afrique et au Moyen-Orient, on est présent dans une vingtaine de pays. On est également présent sur le marché entreprise, notamment des grandes multinationales qui nous amènent en fait à être présents, à avoir des équipes là pour le coup dans le monde entier, puisqu'il faut bien servir l'ensemble des succursales de ces multinationales. Et donc le groupe fait à peu près 42 milliards de chiffre d'affaires. On a à peu près 170 000 salariés aujourd'hui, dont 4 500 chercheurs. Alors je suis d'accord, effectivement, on a l'innovation, c'est beaucoup plus que la R&D, ou c'est beaucoup plus qu'un nombre de chercheurs et un nombre de laboratoires, mais c'est quand même aussi d'abord ça. Et donc 4 500 chercheurs chez Orange. On a un budget d'innovation, pour donner là aussi quelques chiffres, qui est d'un petit peu moins de 1 milliard d'euros par an, ce qui fait à peu près 1,9% de notre chiffre d'affaires, et ce qui nous place deuxième ou troisième des grands opérateurs télécoms en termes de force de frappe d'innovation, puisqu'on est un secteur là aussi où sans innovation on peut mourir assez rapidement. Vous parliez tout à l'heure dans votre introduction de classifier un peu les questions, les problématiques de qualité de service, et puis celles d'innovation. Dans les télécoms, sont souvent assez proches en fait, ou entremêlées. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'innovation, une grande partie des brevets que nous déposons, on a en portefeuille près de 8000 brevets, ces brevets sont très souvent liés à la qualité de service, c'est-à-dire à la qualité des appels qu'on passe, à la qualité de la compression d'image par exemple,
au fait d'éviter que les appels coupent, pour parler très simplement, pour le fait d'éviter que les images de télévision ou les images sur vos smartphones pixelisent. Voilà, tout ça, ça fait l'objet d'énormément de recherche et d'innovation. On travaille évidemment sur des nouveaux produits, si on veut effectivement catégoriser un petit peu, en particulier sur les aspects de NFC, Near Field Communication, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le sans contact mobile. Il y a une conférence, je crois, tout à l'heure à laquelle vous pourrez assister, et qui est peut-être en fait de toutes les innovations dans les télécoms, celle qui est, ou une de celles qui a le plus la nature d'une vraie révolution. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réunir dans son téléphone toutes ces cartes de crédit, mais aussi tous ces titres de transport, ces tickets de cinéma, de théâtre, voilà, tout ce que vous avez aujourd'hui dans vos poches et qui fait gling-gling, vous allez peut-être pouvoir bientôt réunir ça dans votre smartphone. Donc en termes d'usage, c'est au fond assez révolutionnaire. Peut-être deux mots encore sur l'innovation chez Orange en général. Vous parlez de la variété d'innovation, et effectivement, au-delà de l'innovation technologique, dont je viens de dire quelques mots, on a clairement beaucoup d'aspects d'innovation organisationnelle, marketing, ou tout simplement des processus d'innovation eux-mêmes. On a aussi l'innovation tarifaire. Nous avons des équipes, par exemple, qui sont des spécialistes de mathématiques appliquées, qui essaient d'introduire dans les télécoms, et on est le premier opérateur au monde à faire ça, ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire le système de tarification, pour faire simple, des compagnies aériennes. C'est-à-dire, quand vous prenez un avion, c'est assez rare d'avoir deux sièges qui ont le même prix. Là, on essaye dans les télécoms, avec un peu de rationnel quand même, d'introduire des différenciations de prix en fonction du moment de la journée, du moment de la semaine, et puis la situation géographique. C'est-à-dire que nous, on construit des réseaux. Une fois que le réseau est construit, au fond, qui est à côté d'une antenne, une personne ou beaucoup, on paye à peu près la même chose. Ça nous coûte à peu près la même chose. Donc, ça a un intérêt pour nous à faire des réductions, par exemple, de prix à celui qui se trouve seul à côté d'une antenne parce qu'il est tard, parce que cette antenne est dans, je sais pas, dans une zone rurale, ou parce que cette antenne est à la Défense très tard le soir où il n'y a personne. Bon. Donc on essaye, et ça permet de faire passer un téléchargement qu'il aurait fait à un autre moment de la journée en tirant sur notre réseau. Donc on essaye de travailler aussi sur ça parce que ça a un intérêt de process de tarif et puis de réduction de coûts assez indolore par rapport à d'autres réductions de coûts auxquelles on peut penser. Puis un dernier aspect qui est très spécifique aux télécoms, enfin qui peut exister dans notre secteur, qui est que beaucoup de notre innovation doit respecter des standards. Ou même, j'inverse même les choses, beaucoup de notre innovation est au service des standards et crée des standards. C'est-à-dire que si celui qui avait inventé le SMS l'avait inventé que pour lui, que pour son opérateur, ça aurait été un usage assez limité, puisque seuls les clients de cet opérateur auraient pu communiquer entre eux par SMS. Aujourd'hui, vous ne posez pas la question quand vous avez un SMS, c'est comme on dit interopérable, c'est-à-dire que la personne à laquelle vous envoyez, vous ne connaissez ni son opérateur, ni même forcément son pays, ou le SMS arrive, sauf problème particulier, mais le SMS normalement arrive. Et cette interopérabilité, évidemment, qui est consubstantielle aux télécoms, aux télécommunications, fait qu'une grande partie de notre innovation est en fait la création, la contribution, la participation à la création de normes, de standards. Et ce qui est à la fois passionnant, mais ce qui est aussi un enjeu. C'est-à-dire que dans un métier, je l'ai dit en commençant mon intervention, où on essaie de se différencier, on doit mettre le juste équilibre entre l'innovation qu'on va faire pour nous et puis l'innovation qu'on va verser d'une certaine manière dans un pot commun où tout le monde va servir. Et pour un grand opérateur, vieil opérateur comme nous, avec une culture de R&D et puis d'innovation comme Orange, c'est un équilibre assez judicieux qu'on doit toujours arriver à maintenir, parce que sinon on peut passer quand même beaucoup de temps et beaucoup d'argent à faire l'innovation pour les autres. Voilà.
Donc, je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a déjà, vous voyez, des éléments très complémentaires et en même temps très différents. Donc j'espère qu'on aura ensuite une discussion relativement riche. Monsieur de Castres. Merci. Pardon d'être arrivé un peu en retard. Je vais essayer, après ce qui vient d'être dit, de prendre le sujet sous un angle un tout petit peu différent, peut-être pour nourrir le débat. Les assureurs, leur métier, c'est le risque. Et l'innovation, elle comporte deux facettes. Elle permet quelquefois de réduire de risques et quelquefois elle crée de nouveaux risques. Alors nous opérons dans une soixantaine de pays dans le monde avec une centaine de millions de clients. Et donc nous avons, de ce point de vue-là, parce que nous sommes présents de façon directe pour couvrir les risques de ces clients, nous sommes présents dans à peu près tous les secteurs industriels et de services. Et donc je pense que c'est intéressant en quelques minutes d'essayer de partager avec vous la vision que nous avons aujourd'hui de ce qu'est l'innovation et de ce que peuvent être ses conséquences. La première chose qui me frappe, c'est que je pense que nous sommes dans une période historique qui n'a d'équivalent qu'au moment de la Renaissance. C'est-à-dire que le foisonnement en matière d'innovation n'a jamais été aussi fort et jamais été aussi universel. Quand on dit ça dans un certain nombre de vieux pays d'Europe, on se heurte en général à des gens qui sont étonnés, qui font preuve d'un peu de scepticisme. Mais c'est pourtant la réalité. Et pourquoi est-ce que c'est la réalité? Parce que jamais le monde n'a été aussi ouvert, aussi instantané et d'ailleurs aussi asymétrique. Quand vous regardez ce qui permet le développement, l'innovation, c'est la capacité des hommes, des capitaux et des savoirs à circuler. Jamais cette capacité n'a été aussi forte. Nous sommes dans un monde qui est parfaitement interconnecté, ou presque parfaitement interconnecté. Regardez, je veux dire, aujourd'hui, vous prenez un appareil qui pèse quelques dizaines ou quelques centaines de grammes, et en quelques secondes, vous êtes connecté à des endroits dans lesquels il y a une génération, on mettait quelques mois à accéder et qui étaient totalement inaccessibles il y a 2 générations. Donc la transformation du monde par la capacité à faire circuler les hommes, les savoirs, les capitaux, elle n'a jamais été aussi forte. On est dans un monde d'instantanéité, jamais la capacité à réagir n'a été aussi forte. Une chose me frappe, quand on regarde ce qu'ont été les grandes inventions et ce qu'a été le temps nécessaire pour que les civilisations se les approprient. Ce temps était historiquement un temps long, il est devenu un temps court. Et on n'a pas besoin de remonter à Mathusalem. Regardez le moment qui a séparé l'invention du téléphone du moment qui a été celui, pardon, je ne suis ni ingénieur ni spécialiste, mais qui a marqué celui de son utilisation généralisée, c'est plusieurs dizaines d'années. C'est même plus d'un demi-siècle. Bon, regardez ce qui s'est passé sur Internet, on n'est plus en quelques dizaines d'années. Ça va beaucoup plus vite que ça. On est aussi dans un monde qui est un monde devenu, et ça beaucoup de gens ne l'ont pas encore perçu, complètement asymétrique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est gros et riche qu'on est capable d'imaginer mieux que les autres, qu'on est capable d'innover mieux que les autres ou qu'on est à l'abri des menaces. C'est vrai pour les États, c'est vrai pour les entreprises. Vous êtes aujourd'hui challengé, pour ne pas employer un terme négatif qui est menacé, mais quelquefois ça peut être menacé, par 2 individus dans un garage. Que vous soyez une entreprise de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires ou que vous soyez un État. Parce que 2 personnes dans un garage ont à leur disposition, si elles savent les mobiliser, des stocks de connaissances qui permettent de faire bouger les choses à une vitesse accélérée. Est-ce que c'est une chance pour le monde? Est-ce que c'est une menace? Je pense que c'est une chance formidable, à condition de savoir l'utiliser, c'est-à-dire à condition d'en accepter les conséquences. Et en accepter les conséquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire preuve d'une capacité d'écoute, d'une vigilance, mais aussi d'un appétit pour le risque, supérieur à celui qu'on avait vu ou qu'on a vu traditionnellement. Capacité d'écoute, nous réfléchissons sur ce que va être l'évolution de nos métiers. Si nous nous contentions de dire comment est-ce que nous allons être des incrémentalistes et améliorer à la marge d'année en année nos produits, je pense que nous serions morts dans 10 ou 15 ans, et peut-être même avant.
Je vais vous donner un exemple ultra simple dans nos métiers. Vous avez probablement 90% des personnes qui sont dans cette salle ont une automobile. Elles sont probablement assurées automobiles. Bon, l'assurance automobile, pour AXA, ça représente une partie pas négligeable de son chiffre d'affaires en assurance dommage, qui représente une partie pas négligeable de son chiffre d'affaires. Ça repose sur 2 hypothèses. Les 2 hypothèses, c'est que les voitures ont un conducteur et que les conducteurs en sont en général propriétaires, ou en tout cas que quelqu'un est propriétaire de la voiture. Ça vous semble banal. C'est 2 choses qui peuvent s'avérer complètement fausses dans 10 ans. Il y aura des voitures sans conducteur et il est possible que les modèles économiques aient changé et qu'au fond, ce ne soient plus des individus qui soient propriétaires des automobiles, mais que les automobiles soient devenus des biens communs partagés, etc. Ça, c'est une conséquence de l'innovation. Et donc, si on est une entreprise, que l'on veut servir ses clients et que l'on veut continuer de leur apporter une proposition qui soit valide, on est obligé de réfléchir à la manière dont, dans la société d'aujourd'hui, ces choses-là vont évoluer. C'est aussi vrai sur les personnes. Nous regardons avec énormément d'intérêt ce qui se fait en matière médicale, parce qu'en réalité, notre métier, c'est d'assurer les biens et les personnes. Sur les personnes, nous assurons leur vie et leur santé. Savoir combien de temps elles vont vivre et dans quel état de santé, c'est important pour eux, c'est important pour nous. Là-dessus, les transformations sont des transformations qui se font maintenant sur des horizons de moins de 5 ans. Les spécialistes de biotechnologie vous expliquent que le stock de connaissances double à peu près tous les 2 ans, c'est-à-dire qu'on est en train de connaître dans ces matières-là ce qu'on a connu dans l'électronique et dans l'informatique. Donc je crois qu'on n'a jamais été dans un monde dans lequel l'innovation a été aussi forte. Et d'ailleurs, ça se comprend assez facilement parce que les puissances de calcul et les puissances de transmission de savoir sont devenues telles qu'au fond, ce qui fait l'innovation, c'est quoi ? C'est la capacité d'avoir quelqu'un qui a un certain savoir et qui se livre à des expériences improbables, entre guillemets. On n'a jamais eu une capacité aussi forte à se livrer à des millions d'expériences improbables. Je vois dans notre métier, la manière dont on a amélioré nos modèles de risque, c'est en passant, pardon d'employer du langage de semi-spécialiste, mais d'hypothèses déterministes à des hypothèses stochastiques. On ne pouvait pas avoir des millions de scénarios il y a 25 ans, parce que la puissance de calcul des machines ne le permettait pas. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité absolue. Donc jamais l'innovation n'a été aussi forte. Jamais la vigilance n'a eu besoin d'être aussi forte. Et jamais la flexibilité et l'adaptabilité au changement n'ont eu besoin d'être aussi fortes. Et ce qui fera pour les entreprises comme pour les sociétés, leur capacité à survivre ou malheureusement leur déclin inéluctable dans ce monde qui est en train de se mettre en place, c'est, me semble-t-il, à la fois leur capacité à écouter et à détecter et leur capacité à anticiper le changement ou à l'accompagner plutôt qu'y résister. C'est pour ça que quand on voit par exemple quelque chose comme le principe de précaution qui intéresse les assureurs au plus haut point, on considère que c'est une malfaisance phénoménale dans la manière dont il a été conçu en France, par exemple. Parce qu'au lieu de vivre le changement de manière positive, il considère que le changement, les ruptures, l'innovation sont a priori porteuses de choses négatives. Regardez ce qui se passe sur les OGM. Il se trouve qu'AXA est propriétaire de vignobles par ailleurs. C'est assez intéressant. Il y a un certain nombre de pays qui sont en train de développer des vignobles transgéniques, entre guillemets. En France, on pousse des cris absolument abominables quand on parle de ça. La vérité, c'est qu'un jour, ces techniques sont parfaitement maîtrisées, c'est les traitements chimiques qui seront interdits. Et, pardon, ça ne touchera pas Solvay, qui a tellement de ressources par ailleurs et qui apporte tellement de bonnes choses que Solvay ne sera pas le premier concerné. Mais ce jour-là, on sera pris à revers par une innovation qu'on n'aura pas voulu embrasser, si on peut dire, au sens anglo-saxon du terme, et on ne se sera pas mis dans une situation dans laquelle on sera capable de mettre en place les bases économiques, industrielles et sociales du futur. Voilà, donc les assureurs, c'est un débat qui est complètement au cœur de leur problématique. D'ailleurs, AXA a établi depuis maintenant 6 ans un fonds pour la recherche, qui est un fonds auquel nous consacrons, et je crois que nous sommes la seule entreprise de service dans ce pays, et on n'est pas loin d'être la seule en Europe à le faire. Nous consacrons 20 millions d'euros chaque année à financer la recherche fondamentale, qui ensuite n'est pas notre propriété, qui est mise à la disposition de tout le monde, dans les domaines qui concernent les catastrophes naturelles, la longévité et le vieillissement,
et un certain nombre de risques plus financiers pour essayer de comprendre comment le monde va changer et être capable de l'anticiper. Parce que l'assurance, c'est à la fois un métier de couverture des risques, mais c'est aussi un métier d'accompagnement des entrepreneurs et du risque. On dit toujours, moi j'aime bien raconter qu'en réalité, quand on regarde le détail de l'expédition de Christophe Colomb ne serait pas parti parce qu'il n'aurait pas trouvé le financement de son expédition si un certain nombre de riches entrepreneurs, entre guillemets, espagnols et italiens ne s'étaient pas syndiqués, mutualisés pour couvrir le risque. Aucun d'entre eux individuellement n'était prêt à prendre le risque. Pris collectivement, ils étaient prêts à le faire. C'était de l'assurance. Donc nous accompagnons le risque, nous accompagnons l'innovation. Nous considérons que c'est un plus formidable. On n'en a jamais vu autant. Et je pense que si on sait l'accompagner et la vivre positivement, c'est une chance inouïe pour nos sociétés. Merci beaucoup d'avoir ouvert le champ du débat plus largement. J'aimerais poser la question à M. Clamadieu et ensuite à M. Girard sur finalement comment est-ce que vous réagissez à deux des points qui viennent d'être soulevés. Le premier, c'est l'accélération du changement et la notion qu'il y a un monde à la fois de plus en plus interdépendant et qui change de plus en plus rapidement. C'est ce que vous disiez au début de votre présentation. Et la deuxième chose, c'est la capacité de vos entreprises à s'adapter à ce monde. Finalement, qu'est-ce qui doit changer à l'intérieur de l'organisation? Qu'est-ce qui doit changer dans la façon dont vous travaillez ensemble pour être capable d'être innovant ou de rester innovant dans ce monde plus rapide et plus interdépendant? Oh bah oui, alors moi je me retrouve tout à fait dans le commentaire fait sur l'évolution, sur l'accélération incroyable de la vitesse avec laquelle les innovations se diffusent. Si je prends un exemple, je crois me rappeler qu'il a fallu 7 ans à IBM pour vendre le premier million de PC, et il faut sans doute peut-être pas quelques heures, mais quelques semaines à Apple pour vendre son premier million d'iPad. Et ça a des impacts très très directs pour nous. Ça veut dire que notre innovation, elle doit être de plus en plus rapide. Elle doit coller aux besoins du client. J'ai eu l'occasion de dire à quelques reprises qu'on était aujourd'hui un fournisseur d'Apple pour la fabrication de ces smartphones. Nous fournissons des plastiques de haute performance qui rentrent dans la fabrication de ces produits. Ça veut dire très concrètement qu'on a aujourd'hui un ingénieur à Cupertino qui est dans le design team d'Apple, dans lequel il y a plein de gens qui ont des compétences tout autres, mais qui est là pour faire en sorte que les équipes qui conçoivent ces petits instruments sachent ce qu'un de leurs fournisseurs, et il y en a plein d'autres qui sont là, pas tellement dans la chimie d'ailleurs, mais il y en a plein d'autres qui sont là, sachent ce qu'on peut leur apporter. Mais ça veut dire aussi une extraordinaire rapidité dans la mise à disposition des produits. Les petits plastiques que j'évoquais, on les fabrique pour partie aux États-Unis, pour partie en Europe, pour partie en Inde, et tout ça arrive chez un monteur quelque part en Chine pour fabriquer ces engins, avec des évolutions de demande qui sont extrêmement rapides. Je demandais discrètement à mon voisin tout à l'heure comment se passait le lancement de ce dernier produit, parce que chez nous, ça va se traduire, et c'est visible d'ailleurs, c'est pas juste une anecdote sur un produit sympathique, c'est quelque chose qui a un impact qui est visible dans nos résultats. La préparation du lancement se traduit par des niveaux de commande extrêmement élevés qui peuvent évoluer très très vite dans un sens ou dans un autre au fil de la réaction des clients. Donc aujourd'hui, la chaîne est extrêmement courte entre le client final et celui qui conçoit des éléments de la solution. Et donc pour nous, je pense que l'élément le plus important, c'est la rapidité d'exécution. Alors ça veut dire essentiellement deux choses. La première, c'est qu'une entreprise comme Solvay doit être extraordinairement décentralisée. Nous sommes dans des métiers qui sont très divers. Nous intervenons sur des géographies qui sont elles aussi diverses. Un ensemble d'activités de production qui est complexe, qui est réparti dans le monde entier, avec souvent des produits qui passent au travers de plusieurs sites de production. Pour que ça marche, il faut que la décision soit proche du terrain. Et c'est vraiment dans la transformation que j'évoquais tout à l'heure du groupe, c'est vraiment un axe majeur, passer d'une vision dans laquelle effectivement on pouvait avoir quelqu'un à Bruxelles ou à Paris qui, face à une gigantesque carte du monde, était capable de définir les plus belles stratégies et de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, il faut que nous nous décentralisions avec une complexité, c'est que pour nous, la décentralisation, elle n'est pas
géographique, elle n'est pas par pays, elle est par ligne de métier. Donc nos lignes de métier restent mondiales, mais il faut qu'on ait le plus proche possible du terrain et des clients, des gens capables de prendre les décisions. Et probablement une deuxième conséquence, c'est la nécessité d'avoir une innovation ouverte. On ne peut pas être efficace si on est juste chez soi, dans son laboratoire, avec des portes fermées, des fenêtres fermées, tout un tas de précautions pour éviter qu'on regarde ce que vous faites. Il faut qu'on soit capable de s'ouvrir vers l'amont, vers les laboratoires publics, vers les laboratoires universitaires. Il faut qu'on soit capable de s'ouvrir vers l'aval, vers nos clients. Il faut qu'on soit capable de s'ouvrir aussi vers certains de nos concurrents ou partenaires. Et cette innovation ouverte, elle est essentielle pour être capable de continuer à apporter à nos clients les solutions qu'ils souhaitent dans un monde qui bouge très très vite. Merci. Monsieur Gérard. Oui, sur l'accélération, vous disiez 7 ans pour 1 million d'IBM, sans doute 2 ou 3 semaines pour 1 million d'iPad. Aujourd'hui, c'est quelques heures pour 1 million d'utilisateurs d'un site internet en pointe, c'est-à-dire ou une nouvelle fonctionnalité de Facebook ou Instagram ou du partage de photos sur telle ou telle appli proche de Facebook, par exemple. Peut-être sur la question de l'organisation et en même temps de l'accélération. Effectivement, la clé dans les technologies, dans les télécoms, c'est l'ouverture, comme M. Clamadieu le disait. Et cette open innovation, comme on dit maintenant, donc l'innovation ouverte, elle passe par des choses très concrètes. En réalité, c'est pas simplement juste un état d'esprit. Il faut l'état d'esprit, bon, mais il y a aussi des éléments très concrets. Chez nous, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'ouverture de nos interfaces programmables. C'est-à-dire que nous avons toutes les grandes maisons de télécom, de technologie ont, ou Amazon, par exemple, qui est une autre grande maison de technologie, qui n'est pas dans les télécoms, qui est une autre grande maison de technologie. Nous avons tous énormément de lignes de code, donc de développement informatique, qu'on a fait pour nos propres besoins. Et cette open innovation suppose qu'on puisse les ouvrir à l'extérieur, qu'on accepte de les ouvrir à l'extérieur. Donc c'est effectivement un changement culturel extrêmement important. C'est une révolution culturelle interne dans ces grandes et vieilles maisons. Mais dès lors qu'on arrive à les ouvrir à l'extérieur, on va permettre aux développeurs, aux jeunes gens dans leur garage, de pouvoir accéder à ces interfaces programmables, pas juste pour les utiliser pour eux, mais en agrégeant ces lignes de code, pour parler très concrètement, et en rajoutant évidemment leur intelligence et leur agilité dans cette agrégation de petits morceaux d'innovation, ils vont réussir à créer une nouvelle application qui peut donner un nouvel essor à une partie des technologies, une partie de notre secteur. Deuxième élément, il est assez organisationnel. C'est que si on veut créer les conditions justement de cette innovation ouverte, il faut qu'on accepte physiquement d'accueillir dans nos locaux des startups. C'est-à-dire que les grands groupes, pas simplement discutent, fassent des forums avec des startups ou je ne sais quoi, mais que dans les surfaces disponibles de nos locaux, on puisse accueillir des startups. Donc c'est ce qu'on appelle les incubateurs. Plus que les incubateurs, c'est les accélérateurs. C'est-à-dire au fond, une fois que la startup est créée, que l'idée est trouvée, c'est peut-être après que les startups ont le plus besoin d'aide pour qu'elles puissent être au contact d'équipes, de grands groupes qui peuvent leur apporter autre chose et qui peuvent aussi leur apporter l'accès à ces interfaces programmables dont je parlais tout à l'heure. Et puis un dernier point que je voulais ajouter qui participe de cette accélération et aussi qui a des conséquences sur l'organisation du processus d'innovation, et je pense que dans l'assurance c'est également une révolution, c'est ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire, alors qui est un mot un peu galvaudé, mais concrètement l'inondation, l'invasion qu'on a sur nos réseaux de données, d'informations qu'on a sur nos clients, qu'on a sur l'environnement, qu'on a sur le temps, qu'on a sur absolument tout, et qui permet d'avoir une nouvelle vague d'innovation absolument massive. C'est les exemples que vous connaissez où on peut suivre simplement avec les requêtes de Google la propagation d'une épidémie en temps réel. Voilà, bon, ça paraît un peu anecdotique, mais ça laisse imaginer, ça ouvre des horizons pour pouvoir vraiment développer des applications très très nouvelles.
évidemment dans le respect du respect de la vie privée, dans le respect de la vie privée des clients, des utilisateurs et de ceux à qui ces données appartiennent. Merci. En toile de fond, et vous l'avez soulevé tout à l'heure en parlant des voitures sans conducteur qui sont développées par Google, Volkswagen et d'autres. En toile de fond, il y a une pression, il y a un risque, je pense, à ce que la responsabilité de la décision échappe à l'être humain. Et vous le remarquez aussi en parlant de big data, enfin des volumes de données, d'analyse, etc. Il y a toute une problématique. Microsoft, par exemple, y est sensible à dire finalement qui sera responsable de quoi dans le futur, pas seulement en termes d'assurance, mais en termes de décision. À partir du moment où les décisions émergent de réseaux d'information, d'ordinateurs interagissant entre eux, ainsi de suite, la responsabilité humaine est engagée et en même temps, elle n'est plus exercée. Est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il y a un risque que l'innovation arrive à mettre en cause finalement des modes presque éthiques ou des modes de compréhension et de fonctionnement de la relation entre l'individu, entre l'être humain et la technologie? Je pense que c'est un des vieux dilemmes de l'humanité, ça. À chaque fois qu'on est confronté à une innovation, entre guillemets, dont on a du mal à maîtriser toutes les conséquences, il faut qu'on sache la manière dont on va réagir et quelles sont les frontières à pas franchir. Et c'est pour ça, enfin, ce qui vient d'être dit sur Big Data est fondamental. Nous, on a un métier qui est un métier d'assemblage, de traitement et de compréhension des données. On n'en a jamais eu autant, on n'a jamais eu autant de possibilités de trouver des corrélations improbables, etc. Où est la limite ? Et là-dessus, je trouve que ça renvoie à une question de responsabilité sociale et qui est beaucoup plus qu'une question qui concerne les seules entreprises, très importante. C'est qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère la règle ou est-ce qu'on préfère le discernement ? Et moi, je ne crois absolument pas. Je pense que ceux qui croient que dans le monde d'aujourd'hui, c'est un corps de règles qu'on saura écrire de façon exhaustive qui permettra de définir de façon claire ce qu'il faut faire et ne pas faire, se trompent. Le monde est devenu trop complexe pour ça. Ce qu'il faut essayer de pousser, de privilégier, c'est le discernement. C'est-à-dire essayer de donner à chacun la capacité intellectuelle et morale de discerner ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est le bien et le mal, ce qui, etc., etc. Mais c'est un véritable débat parce que dans un certain nombre de sociétés, on a tendance, justement, pour essayer de diluer la responsabilité, à essayer de se réfugier derrière un corps de règles qui sera de toute façon imparfait. Ce n'est pas un secret que quand on regarde une partie des sociétés occidentales et celles dans lesquelles un certain nombre d'entre nous vivent tous les jours, la réponse à chaque incident, anecdote, etc., une loi, c'est évidemment pas la bonne. C'est une réponse qui consiste à fixer des règles qui seront périmées demain matin et qui sont de toute façon déjà incomplètes, alors que ce qui est important, c'est le discernement. Monsieur Clamadieu, monsieur... Moi, j'ai envie de réagir tout à fait dans la ligne de ce que dit Henri, mais avec une expérience qui est celle de patron d'un groupe industriel. Je pense que dans un contexte dans lequel nous innovons, dans un contexte dans lequel les produits et les procédés qui sont à la base de nos métiers ont des impacts potentiels significatifs sur, je vais dire, la vie, la qualité de vie, la santé des uns ou des autres, nous avons besoin d'avoir dans nos équipes, dans nos entreprises, une capacité de discernement qui nous permet effectivement d'avoir des comportements adéquats dans un domaine dans lequel la règle est toujours en retard. Est toujours en retard parce qu'elle a tendance à réagir à des difficultés ou à des situations plutôt qu'à les anticiper. Mais ce qui me frappe quand je regarde la manière dont nous opérons chez Solvay, mais dont opèrent nos grands concurrents, c'est que cette problématique que je vais remettre sous un titre qu'on va appeler responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Il y a plein d'autres manières de le définir. Les chimistes aiment beaucoup le mot responsible care, mais les concepts sont très voisins. Moi, je trouve qu'on a énormément progressé dans ce domaine, y compris d'ailleurs parce que nous sommes de plus en plus challengés par un certain nombre de parties prenantes qui nous aident à progresser.
Je pense qu'on a aujourd'hui des investisseurs financiers qui nous posent des questions sur des sujets qu'on n'évoquait pas avant. On a des agences de notation extra-financières qui se posent un certain nombre de questions. On a des ONG, on a vraiment de multiples parties prenantes qui nous challengent. Et je pense que ces challenges nous font progresser. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, pour reprendre la terminologie d'Henri, je pense que le discernement est essentiel, mais je ne suis pas trop inquiet quand je regarde nos propres modes de fonctionnement. Je pense que nous avons progressé dans ce domaine. Et j'ai le sentiment dans nos métiers qu'on progresse probablement un petit peu plus vite même que l'innovation technique proprement dite. Donc je pense que la maîtrise, notre capacité à maîtriser notre propre innovation et nos développements me semble plutôt aller en s'accroissant. Merci. Oui, exactement dans cette ligne-là, effectivement, il y a le thème effectivement de la règle qui arrive bien plus tard, toujours plus tard que l'innovation, parce que ce qui va plus vite, c'est toujours l'innovation. Et il faut que dans ce laps de temps entre l'innovation et la règle, si règle il doit y avoir, qui est effectivement la place pour le discernement. C'est ce qu'on fait, par exemple, on parlait des données tout à l'heure. On a mis en place une charte de bonne utilisation des données personnelles qui effectivement repose sur des questions éthiques, morales. On essaye de proposer à nos clients et on s'engage devant nos clients. Donc c'est une relation quasi contractuelle plutôt que d'attendre une règle qui va tomber de je ne sais où, de Bruxelles ou d'ailleurs et qui va, comme ça se passe sur les sujets fiscaux, nous pénaliser, nous étant localisés en Europe, et qui ne va pas pénaliser ceux qui, au fond, utilisent le plus les données personnelles des clients, qui sont des gens venus d'ailleurs et qui installent leurs serveurs ailleurs. D'autres exemples dans notre domaine qui sont bien connus, l'exemple des ondes. Vous savez qu'on est évidemment très souvent... en fait, c'est un peu la double peine. On se fait engueuler quand il n'y a pas assez de débit, et on se fait engueuler quand il y a trop de débit, parce que ça pose un problème d'onde. Donc on essaie de trouver le juste milieu, mais là aussi c'est assez compliqué parce que j'allais dire c'est pas les mêmes personnes. Si, parfois c'est les mêmes personnes en fait qui veulent les deux à la fois. Et on essaie là aussi de faire appel au discernement plutôt que on essaye d'éviter les règles un peu brutales qui disent voilà, pas plus de tel plafond d'exposition aux ondes. Voilà, on a de nombreux exemples de ce type-là, mais on essaye effectivement de faire appel au discernement plutôt qu'à la règle. Merci. En changeant un peu de thème, vous avez tous les trois souligné dans vos présentations le caractère très mondialisé de vos entreprises, en citant le nombre de pays, les régions dans lesquelles vous développez, et ainsi de suite. En Europe, en général, il y a une préoccupation qui est maintenant devenue très commune sur quel est le futur de l'Europe, quel est le futur technologique de l'Europe. Est-ce qu'on va avoir des entreprises européennes comme les vôtres devenir des entreprises mondiales ou être des entreprises mondiales qui réussissent très bien, et dans ce sens-là, au service de leurs actionnaires, et c'est extrêmement important. Mais en même temps, est-ce que le centre de gravité de l'innovation échappe à l'Europe ? Peut-être a déjà échappé dans certains métiers, pour être en Chine, pour être en Amérique, pour être ailleurs. Et comment est-ce que vous voyez cette tension entre la capacité innovante européenne et la mondialisation des entreprises ? Moi, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste, je m'explique, je suis plutôt optimiste quant au fait qu'on garde en Europe une forte capacité d'innovation et que dans un groupe comme le nôtre, la partie de notre activité d'innovation qu'on continuera à faire en Europe est déjà nettement plus importante, bien sûr, que le chiffre d'affaires qu'on fait dans cette région, mais probablement aussi plus importante que nos capacités de production. En gros, quand on regarde le modèle de développement de notre groupe, on commence à les vendre quelque part, on y met ensuite une usine parce qu'on aime bien produire près de nos marchés et de nos clients. En revanche, pour l'innovation, je pense qu'on continue à bénéficier en Europe d'un écosystème dans lequel on se sent bien et qui est propice à l'innovation. On a à peu près 50%, je vous disais que l'Europe faisait un tiers de notre chiffre d'affaires, on a un petit peu plus de 50% de notre innovation. Et là, c'est vrai que je raisonne innovation plutôt technologique. On a à peu près 50% de nos ressources d'innovation en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a créé cet écosystème qui fonctionne bien entre universités, grands organismes de recherche, innovation propre. On sait comment utiliser, et c'est pas quelque chose qui est toujours simple, on sait comment utiliser les cerveaux des
des jeunes et brillants chercheurs produits par les universités européennes pour développer nos processus d'innovation. Un exemple que je cite quelquefois, on a aujourd'hui dans le groupe 4 laboratoires mixtes Solvay CNRS, dans lesquels on a des chercheurs venant de ce grand organisme de recherche et des chercheurs appartenant au groupe qui travaillent ensemble sur un certain nombre de thèmes. C'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à reproduire. Alors oui, quand on regarde la Chine, on me dit la Chine produit 100, 200, 300 000 PhD de chimie chaque année, c'est beaucoup. Ceci dit, la réalité montre qu'on a encore beaucoup à apprendre pour mettre ces cerveaux au travail. D'abord, ce n'est pas des cerveaux bon marché. Aujourd'hui, un chercheur à Shanghai ou un chercheur à Lyon, quand on tient compte d'un petit dispositif intéressant en France qui s'appelle le crédit d'impôt recherche, ça vaut pas, le coût est peu différent. Mais surtout, on sait mieux faire, on sait mieux mettre en réseau, on sait mieux connecter ces chercheurs européens. Alors, pour autant, on a bien sûr à peu près la moitié de notre innovation qui se fait hors d'Europe parce qu'on a besoin d'être proche d'un certain nombre de nos clients, on a besoin d'être proche d'un certain nombre de nos marchés, et puis de la diversité naissent de nouvelles idées. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui... on se sent à l'aise sur l'aspect innovation dans notre écosystème européen. Il faut qu'on soit capable de projeter un certain nombre de nos ressources dans d'autres dimensions et d'autres géographies. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que demain, on aura déplacé tous nos laboratoires en Inde ou en Chine. Je crois au contraire que l'Europe va jouer un rôle important. J'ajoute que dans certains marchés, l'Europe reste le leader technologique. On va prendre un marché totalement, enfin pas totalement, mais largement déprimé aujourd'hui, qui est celui de l'automobile. En Europe, totalement déprimé en Europe, hein, mondialement l'automobile est en légère croissance. L'innovation technologique se fait en Europe aujourd'hui dans le domaine de l'automobile. Les automobiles américaines ont probablement 2 ou 3 ans de retard, je pense que certains le challengeraient, mais 2 ou 3 ans de retard par rapport à l'Europe, et en Chine c'est plutôt 10 ou 15 ans. Et quand on veut développer une nouvelle application un petit peu en rupture dans le domaine de l'automobile, elle se fait aujourd'hui très largement en Europe et c'est ça qui permet de lancer la machine. Donc plutôt optimiste quant au rôle que l'Europe va continuer à jouer, tout en sachant que bien sûr cette dimension mondiale, il faut qu'on soit capable de l'intégrer. Merci. Monsieur De Castres. Oui, moi, je partage le sentiment de Jean-Pierre. D'abord, je crois que ça n'est pas une mauvaise chose que le reste du monde croisse et croisse plus vite que l'Europe parce qu'il y a un rattrapage à opérer. C'est une bonne nouvelle que des dizaines ou des centaines de millions de gens accèdent au statut de la classe moyenne partout dans le monde. Oui, ça crée des déséquilibres, oui, ça crée des tensions, mais au total, c'est plutôt une bonne chose. Je ne suis pas du tout inquiet pour les entreprises parce que je pense que les entreprises sont devenues des corps assez flexibles. L'image qu'on emploie à l'intérieur du groupe, c'est le banc de poissons opposé à la baleine. C'est-à-dire qu'on a des cultures qui se sont transformées. On n'est plus des baleines lourdes qui s'échouent sur les plages parce que le cerveau central de commande a donné une mauvaise indication. On s'adapte comme des bancs de poissons. C'est-à-dire qu'il y a le même ADN, il y a un certain nombre de valeurs fortement partagées, mais il y a une assez grande autonomie des équipes qui fait qu'au fond, on s'adapte assez bien au changement. Je ne crois pas que l'Europe qu'il faille la rayer de la carte. Je pense qu'elle a son destin entre ses mains, ce qui ne veut pas dire non plus que, quoi qu'il arrive, elle survivra, parce que je pense qu'on assistera à une polarisation, en revanche, de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans lesquels il y aura une recherche performante, des investissements, du développement, et il y a des endroits qui auront raté les marches parce que les politiques fiscales, environnementales, etc., n'auront pas été favorables, parce qu'il y aura eu une atmosphère un peu hostile à la création de richesses par les entrepreneurs, et là, ce sera plus difficile. Mais au total, l'Europe n'a pas de raison d'être condamnée. D'ailleurs, si on veut à la fois se rassurer et s'inquiéter, il suffit de regarder le passé. Le mythe de la suprématie européenne, c'est un truc qui est apparu au milieu du 19e siècle. Avant, c'est le reste du monde qui dominait en termes marchands, en termes de production, etc. C'est une suprématie technique européenne limitée dans le temps, si on prend une échelle qui n'est pas 20 ans, mais qui est 600 ou 700 ans, qui a permis de prendre un peu d'avance entre grosso modo 1850 et 1990, la chute du mur, qui est en train d'être rattrapée par les autres. Ouais, ça a des conséquences un peu... ça met un peu de tension dans le système, mais au total, on est quand même dans un monde qui se développe. Donc c'est plutôt bien, et ça ne veut pas dire que l'Europe disparaîtra de la carte. Merci beaucoup. Monsieur Gérard, vous avez des... Sur l'innovation en Europe, effectivement, comme ce qu'Emmanuel disait, c'est un bon environnement pour
L'innovation, pour ce qui nous concerne, dans les secteurs de services grand public, les centres d'innovation, les laboratoires ont besoin d'être proches des marchés, des clients. Donc c'est la raison pour laquelle on en a aussi en Afrique. Et on a besoin quand même d'observer ce qui se passe, mais c'est plus des postes d'observation que des réels centres d'innovation, dans la Silicon Valley, à Pékin ou à Tokyo. Mais l'essentiel, le cœur de l'innovation reste vraiment en Europe, et je ne vois pas effectivement évoluer autrement. Peut-être juste un petit point en revanche sur l'Europe. On parlait tout à l'heure des données, et ce n'est pas qu'un sujet, je crois, télécom. On a peut-être un petit souci d'enseignement supérieur, de formation. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, une des qualifications qui va être les plus recherchées, c'est celle de statisticien probabiliste. Dans beaucoup, nous, on va en avoir énormément besoin. J'imagine que voilà, depuis longtemps et encore plus. Aujourd'hui, les grandes universités américaines ont multiplié par 4, 5, 6 le nombre d'étudiants sortants, diplômés de très haut niveau de ce type de compétences. C'est un peu plus lent. On a une bonne base, hein. Je ne dis pas qu'on a une bonne base en France en particulier, mais c'est un peu plus lent pour envoyer de ce côté-là. Et c'est eux qui vont nourrir aussi l'innovation de nos entreprises. Donc on a un petit sujet à ce niveau-là. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous voyez, vous avez tous touché du doigt, mais je crois que c'est extrêmement important, c'est la complémentarité entre les grands groupes et les innovateurs indépendants. Vous disiez tout à l'heure, on est à la merci, enfin, vous utilisez le mot d'asymétrie, on est à la merci de l'innovation faite par deux têtes pensantes dans un garage. Vous parliez, on a besoin d'avoir des incubateurs de nouvelles activités ou de new ventures, ou de nouvelles entreprises dans nos propres locaux, d'être en interaction avec eux de façon intime. Il y a des entreprises, par exemple dans le domaine médical, qui placent leurs équipes de recherche dans des centres de recherche publics, dans des universités, etc., en symbiose autant que possible avec les innovateurs locaux. Comment est-ce que vous voyez cette complémentarité et comment est-ce que vous voyez la relation entre des entreprises bien établies, qui ont des ressources extraordinaires à mettre à la disposition de l'innovation, et des idées qui viennent de l'extérieur et des innovateurs qui veulent créer et construire leurs propres entreprises, leurs propres aventures? Non, je pense que, on est, nous, peut-être un tout petit peu moins à la merci dans nos métiers des deux personnes dans un garage qui développent une idée. Elles peuvent développer l'idée. L'industrialisation, souvent, est un petit peu plus lourde et va supposer des moyens. Mais en revanche, c'est bien sûr une question qu'on s'est posée. J'ai évoqué l'aspect Open Innovation tout à l'heure. Nous aussi, en fait, on l'appelle Open Innovation, je dis innovation ouverte. Mais vis-à-vis de l'amont, là, je crois que c'est plutôt bien établi. Ces partenariats de recherche avec des universités, avec des grands organismes de recherche. Ce qui est un petit peu plus compliqué pour nous, c'est le monde des individus, des innovateurs, des créateurs de start-up. Depuis 2 ou 3 ans, on s'est engagé d'ailleurs en partenariat avec d'autres groupes, avec Schneider et Alstom, dans la mise en place d'une petite structure de capital risque qui nous permet effectivement, alors l'objet pour nous, c'est pas forcément de gagner de l'argent, hein, même si on peut, ce ne sera pas désagréable si on y arrive, mais qui a surtout pour nous l'intérêt de nous permettre d'avoir accès à ces innovateurs dès lors qu'ils arrivent à un stade où ils cherchent des financements pour poursuivre leur démarche. Et je dois dire qu'on a été assez impressionnés, c'est vraiment un métier dans lequel on débute, hein, mais on a été assez impressionnés du nombre d'idées pertinentes qu'on a réussi à identifier au travers de ces démarches. Le simple fait d'ouvrir un bureau et de dire là, il y a un petit peu d'argent pour ceux qui ont des idées, on avait identifié avec nos partenaires quelques thèmes, hein, chacun pour nous plutôt les matériaux, un petit peu l'énergie. Et on a vraiment vu des choses très, très intéressantes passer. Alors après, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste simplement dans un rôle de capital risqueur et c'est d'ailleurs la raison d'être de ces structures. Est-ce qu'on cherche à développer directement avec ces acteurs, ces sociétés en développement, des accords de partenariat? Les réponses peuvent être assez diverses, mais en tout cas, pour nous, trouver le moyen d'être au contact de ce monde-là est tout à fait clé. Alors, je crois que ce qu'on a fait en Europe est sans doute
relativement adéquat, même si c'est encore sur une échelle modeste. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal dans d'autres géographies. Enfin, inutile de vous dire que la Chine est un pays qui est extrêmement complexe, beaucoup d'opportunités, en même temps une circulation de l'information qui est beaucoup moins fluide. Donc on découvre presque tous les jours des choses qui nous interpellent, qui sont des opportunités, certaines qu'on peut encore saisir, d'autres qu'on a sans doute ratées. Donc en tout cas pour nous c'est un enjeu que d'être au contact de ce monde-là et d'identifier assez tôt des idées de rupture, soit pour essayer de les intégrer dans nos propres démarches, soit pour se préparer à y réagir. Et je pense qu'effectivement, c'est une dimension qu'on cherche à développer. D'autres commentaires? Non. Juste pour dire effectivement qu'il y a une image qu'on utilise chez nous qui est de dire qu'on passe de l'innovation cathédrale à l'innovation bazar. Je crois que ça résume un peu la façon dont on essaie de travailler et toute la révolution culturelle qu'il y a à faire aussi dans nos grandes maisons. D'accord, merci. Vous avez une question, un commentaire? Oui, allez-y. Oups. Dominique Chauvin, prospectiviste. Le sujet, c'est l'innovation, effectivement. Et je voulais insister sur un point qui vient d'être évoqué à l'instant, mais qui n'a pas été évoqué dans l'introduction du professeur Doz. C'est justement cette open innovation. Et j'ai constaté qu'il a fallu un quart d'heure, trois quarts d'heure, et on peut remercier monsieur Jean-Pierre Clamadieu d'avoir introduit pour que ce sujet arrive. Alors c'est vrai que l'innovation est partout, vous l'avez bien mentionné, y compris dans l'organisation, la finance, mais il y a aussi de l'innovation dans l'innovation, si je peux me permettre. Et ce qu'on voit apparaître peut-être un peu moins en France qu'ailleurs, c'est ce tsunami de l'open innovation. Et les entreprises, enfin c'est mon expérience en tout cas, les entreprises qui commencent à y toucher ne veulent pas revenir en arrière, et c'est un peu lié à deux mots-clés qui s'appellent la dynamique collaborative, et qui fait que certaines entreprises ont fait des bonds spectaculaires avec ce concept-là. Bon, il y en a quelques-unes en France, je ne vais pas les nommer parce qu'elles ne sont pas ici, mais certaines des entreprises qui étaient confrontées à des difficultés en particulier ont trouvé dans l'open innovation un moyen de rebondir assez fortement. Alors l'accélération de l'innovation est presque devenue une banalité aujourd'hui parce qu'elle est tellement vraie, mais il y a quelque chose qui est moins compris ou moins vu ou moins observé, c'est l'ouverture de cette innovation. On a parlé d'ouverture en amont, mais il y a également l'ouverture en aval qui est très, très importante et qui peut déboucher sur la création de valeur. Et pour aller encore au-delà, si vous me permettez une seconde de plus, il n'y a pas de raison qu'un SDF ne soit pas innovant. Il faut simplement lui en donner l'opportunité. Et là, ça ouvre sur l'économie sociale et solidaire et le pontage entre l'économie capitalistique et l'économie sociale et solidaire, qui est pour moi un terreau absolument considérable d'innovation potentielle dans beaucoup de domaines. Alors ma question est très simple. Est-ce que vous ne pensez pas que cet aspect-là est un peu en retard en France? Et quelle est votre vision à terme sur l'open innovation et de sa capacité de démultiplication? Merci. L'innovation ouverte, je l'avais mentionné très rapidement en passant dans mon introduction, et ensuite je crois qu'on en a discuté assez abondamment. C'est effectivement un thème extrêmement important et un développement extrêmement important. La deuxième question, la deuxième facette de votre question, là, je n'ai pas de commentaire, je ne sais pas si vous en avez, qui est sur la question de l'innovation sociale ou plus participative dans un sens plus large. Je vais juste faire un commentaire, mais dans l'entreprise. C'est vrai que j'ai plutôt porté mon propos sur l'innovation technologique, puisqu'elle est évidemment un levier important pour nous. Ceci dit, si je reviens à ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire
l'innovation qui touche à la manière dont nous opérons, à la manière dont nous fabriquons, par exemple, c'est essentiel d'associer tous nos collaborateurs à ces démarches. Il ne faut pas avoir le sentiment que quand on cherche à améliorer la performance d'un site, on appelle un consultant qui vient avec des super modèles ou des savoir-faire extrêmement sophistiqués. Ça, c'est un aspect de la question. Mais l'autre aspect de la question, c'est simplement, atelier par atelier, de mettre autour de la table l'ensemble de nos opérateurs et de les faire réfléchir. Là, il faut quelques méthodologies sur comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et on s'aperçoit que cette démarche est extrêmement riche. Les écarts qui constituent des gains potentiels, les écarts à la perfection, en tout cas un fonctionnement sans heurts d'une unité, c'est les opérateurs qui sont sur le terrain qui les perçoivent le mieux. Et s'il faut des gens ensuite pour apporter des méthodologies de mesure, des modèles qui permettent d'aller plus loin, c'est vraiment essentiel d'associer tous nos collaborateurs. Je pourrais faire la même démarche sur l'optimisation de nos processus administratifs. L'implication de toutes nos équipes est essentielle dans ces démarches d'innovation et de progrès. Merci. On va devoir arrêter dans quelques instants. C'est un débat passionnant que j'aurais volontiers continué jusqu'au déjeuner, mais vous avez un certain nombre d'ateliers, de travaux et de sessions dans les minutes qui viennent. Peut-être juste en 30 secondes, quelques-uns des thèmes qui m'ont frappé. Effectivement, certains sont connus, mais on les mesure peut-être pas entièrement, comme la rapidité, l'accélération, le caractère extrêmement immédiat, le site Internet qui a des millions de participants en quelques heures par rapport au... IBM prenant des années pour avoir son premier ordinateur, son premier million d'ordinateurs portables. La métaphore que j'ai beaucoup aimée entre la baleine et le banc de poissons, qui sous-tend la transformation fondamentale des organisations, leur décentralisation, le côté plus en réseau, plus ouvert à l'extérieur. Le caractère plus important peut-être, encore qu'effectivement ça soit une très vieille question, comme M. de Castries le disait, de la responsabilité sociale ou de la responsabilité des individus et de la collectivité face aux risques éventuels de l'innovation, quand ces avantages sont évidents, donc les risques peuvent être peut-être un peu sous-évalués. Un certain nombre de thèmes assez importants, très importants, autour de la mondialisation, de la globalisation, et des commentaires finalement assez rassurants sur le rôle de l'Europe dans le futur. Le fait que l'innovation en Europe, contrairement aux Cassandres qu'on entend volontiers un peu partout, n'est pas en train de mourir, bien au contraire. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé, les expériences, les perspectives, les idées, les réflexions. Et si vous voulez bien vous joindre à moi pour remercier nos participants dans le panel.